Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimagité. Nous sommes le samedi 20 novembre 2021. Merci d'être au rendez-vous de cette édition, dont voici le sommaire. Un homme a été grièvement blessé par balle. Sa femme est violée, plusieurs bétails ont été volés lors d'une incursion d'hommes armés cette nuit au camp des réfugiés burundais de Rusenda, en République démocratique du Congo. Au sommaire également la tenue des cérémonies de clôture de la semaine dédiée aux combattants en commune Rugendana, une commune où ont été massacrés 648 déplacés Tutsis en 1996 par les combattants du CNDD-FDD, est une forme de torture morale chez les familles qui y ont perdu les leurs. Déplore l'aspect génocide de Chirimoso, section Canada. Les activités agricoles pratiquées le long des routes nationales fragilisent ces infrastructures. Déclaration du ministre en charge des infrastructures publiques lors de la présentation ce mardi du bilan semestriel. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui sera consacré sur l'amende fixée par le maire de la ville de Bujumbura, une amende infligée aux citadins qui n'ont pas de lampe sur leur ménage pour éclairer la voie publique. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Je vous le disais en titre, un homme est grièvement blessé par balle et sa femme est violée, vaches et chèvres volées. Tel est le bilan d'une nouvelle incursion d'hommes armés non encore identifiés au camp des réfugiés burundais de Rusenda, en République démocratique du Congo. Les réfugiés burundais de ce camp s'inquiètent de l'insécurité qui règne à peu près à moins dans cette localité. Reportage signé Marie-Ange Lacoste. Sécurité, on n'a pas de sécurité. Il est inconcevable que des coups de feu soient entendus ici au camp, mais qu'aucune enquête ne soit menée. Nous sommes ici à la CNR pour revendiquer nos droits, qui nous amènent en véhicule pour nous embarquer. On ne peut pas retourner à Gatunguru 3. Ce n'est pas la première fois et nous n'allons pas quitter ici. Nous sommes malheureuses, surtout nous les femmes. Nous ne trouvons plus de sommeil. Il n'y a pas de sécurité. Le monde est vaste. S'il nous cherche à notre endroit où on peut être tranquille, un endroit sécurisé. Nos enfants meurent de faim ici. Tel est le climat qui régnait dans les enceintes des bureaux de la Commission nationale des réfugiés. Les réfugiés burundais du camp de Rusenda en République démocratique du Congo s'y sont rendus ce matin pour demander que leur sécurité soit assurée. Une situation consécutive à l'attaque d'un groupe d'hommes armés dans ce camp la nuit dernière. Ils ont tiré sur un certain Jackson et abusant sexuellement sa femme, selon le témoignage du voisin de cette famille. Nous sommes ici suite à l'insécurité qui règne au camp. Il y a un groupe d'hommes armés qui s'introduit ici au camp. Ils volent et tuent les gens. La semaine dernière, ils ont volé des vaches, des chèvres et ont kidnappé quelques personnes. Cette nuit vers 2 heures du matin, on a entendu des coups de feu dans le village 43, Gatunguru 3. Un homme prénommé Jackson, on lui avait volé des vaches dernièrement et ils sont revenus pour le tuer. On lui a tiré au niveau des côtes. On l'a évacué ce matin vers l'hôpital où les médecins l'ont transféré à Nundu. Sa femme a été violée par 20 hommes. Les infirmiers l'ont examinée et ils nous ont demandé de partir. Elle va rester à l'hôpital car elle est malade, nous ont expliqué les infirmiers. Hier, selon toujours la source de la RPA au camp de Rusenda, était tenue une réunion de sécurité malgré qu'aucune conclusion n'y a été tirée. Ces réfugiés indiquent qu'ils ont une promesse comme quoi ils vont être délocalisés. Hier, il y avait une réunion de sécurité et tout le monde disait qu'il n'y a pas de sécurité. Mais ce qui nous a étonné est que le commissaire a dit qu'aucune personne n'a été tuée sans qu'il ne se passe une seule nuitée qu'une personne vient de perdre la vie. Il a dit cela parce que le président du camp plaidait pour la délocalisation de son camp. Ce qui nous a le plus étonné, le même commissaire a affirmé que ces malfaiteurs sont nombreux et qu'on ne peut pas les combattre, mais il n'y a aucun espoir de ce qui a
été dit dans cette réunion. On nous a seulement promis la délocalisation comme nous l'avons suggéré. Ils ont écrit une lettre qu'ils ont envoyée à Kinshasa. Nous attendons toujours la réponse. Ces réfugiés burundais disent que ces malfaiteurs sont du groupe Mai Mai. La nuit dernière, ils ont volé 15 vaches dans le site de Lulinda, 18 vaches dans le site de Lusenda, Katungulu 3 et plus d'une douzaine de chèvres. Ces Mai Mai ont laissé des tracts sur leur chemin qui véhiculent qu'ils vont revenir prendre tout le bétail qui reste dans ce camp. Ils signifiaient à ces réfugiés qu'ils retourneront chez eux les mains vides comme ils sont venus dans ce camp. De peur panique, ces réfugiés burundais indiquent qu'ils ne quitteront plus les bureaux de la Commission nationale des réfugiés tant que leur sécurité ne soit assurée. Il a tué à coups de poignard mardi dernier une jeune fille qu'il avait engrossée, espérant ainsi se libérer dans le fardeau. Il s'agit d'un jeune homme de la zone Muramba en commune et province de Bubanza. Le jeune homme a essayé d'enterrer le corps de la fille, mais le corps a été finalement découvert mercredi, mal enseveli. Le jeune homme avait par la suite essayé de fuir le pays, mais il a été arrêté vendredi par la police en province de Chibitoke. Le point avec Eroge Diveremesh. Ce jeune garçon incarcéré au commissariat de la province de Chibitoke pour assassinat d'une fille qu'il a enceintée et prénommée Dominique. Il est natif de la colline Ngara, zone Muramba, commune et province Bubanza. Mardi dernier, ce jeune garçon a accompagné cette fille au centre de santé pour faire un test de grossesse pour par la suite aller vivre ensemble en province de Chibitoke, selon du moins la promesse de ce garçon. Nos sources en commune Bubanza révèlent qu'au cours du chemin, le jeune garçon a tué la fille puis l'a enterrée à cet endroit. Le garçon a alors indiqué aux voisins que la jeune fille s'était rendue se marier à un autre homme en province Chibitoke. Une explication qui a suscité d'inquiétude chez les voisins. Mercredi dernier, des bergers ont découvert le bras de la jeune fille où elle était enterrée dans la nature. C'est ainsi que la famille de la victime a alors été alertée. Aussitôt au courant, le jeune garçon a tenté de s'exiler, mais il a été appréhendé vendredi par la police aux environs de la rivière Lusidzi. Il essayait de franchir la frontière de la République démocratique du Congo, nos sources. La famille de la défunte réclame justice. Merci à toi, Eloge Diveremecha. La tenue des cérémonies de clôture de la semaine dédiée aux combattants en commune Bugendana de la province de Gitega est une forme de torture morale chez les familles qui y ont perdu leur. Déplore l'acte de génocide de Chilimoso, section Canada. Dans sa déclaration sortie ce 20 novembre, cette association critique ces cérémonies organisées ce samedi dans une commune où 648 déplacés internes ont été massacrés en 1996 par les combattants du parti FDD, dit-on d'Imaki. Suivez à ce propos Emmanuel Hunziza, il est secrétaire de l'association AC Génocide de Chilimoso, section Canada. AC Génocide Canada tient à rappeler que dans l'année du 20 au 21 juillet 1996, sur le site même de Bugendana, là où le CNDD-FDD s'apprête à célébrer cette commémoration de la honte aujourd'hui, ces miliciens donc ont attaqué le camp de rescapés intérieurs qui a abrité pour la plupart des rescapés du génocide de la composante Tutsi. Le CNDD-FDD a fait une attaque et y a tué 648 personnes. AC Génocide Canada condamne énergiquement cette exaltation des tueurs et considère que cette célébration qui se passe sur les tombes même des victimes des miliciens que l'on célèbre aujourd'hui constitue une torture morale contre les rescapés, et nous rappelons également au monde que cette torture morale fait partie d'une persécution soutenue que le régime dirigé par le CNDD-FDD mène depuis longtemps contre ces rescapés du génocide Tutsi et vivant à Bugendana et ailleurs. La Génocide du Canada profite de l'occasion pour rappeler encore une fois à l'opinion nationale et internationale que le Burundi reste un cas atypique où c'est une organisation déjà identifiée par l'ONU comme faisant partie de l'international génocidaire opérant dans la région des Grands Lacs qui gère le pays depuis maintenant près de 2 décennies. Et pour toutes ces raisons, ce génocide tient à souligner et à rappeler au monde que forte justement de cette impunité, cette organisation
pousse l'outrecuidance jusqu'à célébrer les crimes de droit international en les rebaptisant lutte pour la démocratie. La Génocide Canada demande à l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'aux pays de la sous-région qui ont signé l'accord de Lusaka pour la paix en RDC le 23 juillet 1999 de finalement mettre en application les recommandations du dit accord parce que en son annexe A, chapitre 9, il est stipulé qu'on doit démanteler et interdire les forces négatives. Il est à rappeler justement que le CNDD-FDD figurait en tête de ces forces négatives qu'il fallait démanteler. Toujours en page politique, le langage du secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Di Curio, est un langage indigne chez le numéro 1 d'un parti au pouvoir. Déplore le premier secrétaire du mouvement de la jeunesse du parti Prona. Lionel Ninheretse réagit par rapport au discours du secrétaire général du parti présidentiel le jour de la célébration de la journée dédiée aux combattants. Pour Lionel Ninheretse, il s'agit d'une journée créée plutôt pour des visées divisionnistes. Rien d'étonnant, c'est normal parce que c'est son langage. Toujours ces discours sont des discours divisionnistes, des discours de haine. On peut se poser une question et célébrer la semaine des combattants, oui, mais à quel objectif? Ce sont des combattants qui nomment des héros, sont des héros de qui? Pourquoi la semaine des combattants, c'est une DFTD tellement? Pourquoi pas les autres? C'est parce qu'on sait très bien qu'il y avait beaucoup de groupes rebelles, mais fêter la semaine dédiée aux combattants pour le CNDD-FDD, ça n'a pas de sens. Mais c'est la confirmation du CNDD-FDD, comme toujours, de diviser la population, de diviser le peuple burundais. Le contraire peut surprendre, mais rien de surprise, c'est normal pour lui. Je pense que quelqu'un qui n'est pas burundais peut être surpris, mais pour nous, c'est normal. On s'habitue toujours sur le langage. Le DFTD en général, ça va devenir un discours officiel. Diviser le peuple, c'est son objectif. C'était Lionel Ninheretse, premier secrétaire du mouvement de la jeunesse du parti Prona, géré en sigle. Après cette petite transition, nous parlons droit de l'homme. Célébration ce samedi de la journée mondiale de la Convention internationale de l'enfance, adoptée depuis 1989 par les Nations Unies. Au Burundi, l'enfant fait face à de nombreux défis en famille ou encore au sein de la société, malgré des sports juridiques qui le protègent. Indique l'un des défenseurs des droits de l'enfant au Burundi. David Ninganza plaide plutôt pour la mise en place d'un mécanisme de suivi pour la protection de l'enfant. Suivez. Quand les institutions sont là, et les textes aussi, il faut qu'il y ait l'application des textes et lois qui protègent les enfants. Le Burundi est avancé. Nous avons la police des mineurs. Au niveau du ministère de la Sécurité, nous avons le département de l'enfant et famille. Au niveau du ministère de la Sécurité sociale, nous avons la justice pour mineurs. Au niveau du ministère de la Justice, il y a le département des enfants. Au niveau de CNDH, sans toutefois oublier qu'il y a aussi la fédération des associations pour la défense des droits des enfants, FENADEB, qui a été créée dans le sens de renforcer la protection des enfants. Mais quand il y a alors des violences, quand il y a des insatisfactions, c'est-à-dire qu'il y a des organes, de ces organes que je viens de citer, qui n'a pas assuré son rôle convenablement comme il est demandé. Nous avons vu des enfants de la rue. Quand vous voyez les enfants de la rue, c'est-à-dire qu'il y a des manquements. Ici, je vais parler des défis. Quand il y a des parents aujourd'hui qui se présentent comme des agresseurs dans les enfants, ça c'est un défi. Quand vous voyez un taux élevé d'abandon scolaire, c'est un défi. Quand nous voyons des enfants de pères inconnus, l'enfant a droit à la nationalité. L'enfant a droit à la nationalité parce que le père est connu, sûrement le parent a refusé d'enregistrer son enfant. Ici, je veux plaider pour qu'il y ait test ADN au pays pour limiter les parents qui se comportent comme des délinquants. Que le gouvernement alors prenne les stratégies de reconnaissance de l'enfant. Ce défenseur des droits de l'enfant précise aussi qu'en aucun cas, l'enfant ne devait pas être victime de conflits entre ses parents.
Suivez encore une fois David Ningam. Si je vais parler des parents en conflit, quand l'administrative n'est pas à la hauteur de gérer les conflits des couples, les conflits des époux, ce sont les enfants qui en souffrent, ce sont les enfants qui en succombent. Il y a des parents qui décident de donner plus payer les frais scolaires pour les enfants, qui décident de donner plus assurer le logement des enfants au quotidien. Pourquoi? À cause des conflits qui l'opposent à son conjoint. Donc, quand les conflits perdurent entre les époux, ce sont les enfants qui en souffrent, qui s'absentent à l'école, qui enregistrent l'échec scolaire, qui abandonnent l'école, qui embrassent la rue. Vous comprenez que les gestionnaires du pays ont un rôle important dans la protection des enfants. Quand je parle des gestionnaires du pays, c'est pas au niveau du gouvernement, c'est pas au niveau de... C'est au niveau de la communauté, c'est au niveau de juridiction. Quand le juge, à la base, rend justice convenablement en cas de conflit, quand le PJ rend justice, quand le chef collinaire s'occupe de la gestion pacifique des conflits, vous comprenez que la limitation des dégâts est garantie. J'en profite alors pour demander à toute personne concernée, chaque fois qu'il y a des conflits entre les époux, qu'il y ait vraiment une intervention rapide dans le sens de vider la question qui peut être à la hauteur des violences domestiques. Quand il y a des violences domestiques, ce sont les enfants qui en souffrent. En page société, une forte pluie mêlée de la grêle a endommagé ce vendredi soir plusieurs maisons, champs de culture sur les différentes collines de la commune Nhega en province Kirundo et Malangara en province Ngozi. Comme l'indiquent les habitants de ces communes, cette pluie qui est tombée vers 17 heures a emporté les cultures de haricots, de bananiers, patates douces et plusieurs maisons sur les collines Bugorora, Gatanga, Runyankezi, Mwendo et Gisitwe de la commune Nhega. Sur les collines Kagoti, Chindonyi et Giheta de la commune Marangara, la pluie a endommagé le haricot, bananier, caféier et maisons d'habitation. Les victimes demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Parlons gouvernance à présent. Les habitants de la zone Kamenge demandent à l'urbanisme et au ministère de l'Intérieur de mieux organiser les activités de démolition des maisons anarchiques construites dans cette localité. C'est après qu'ils aient été sommés de démolir pour la 3e fois leurs habitations, alors qu'ils n'ont même pas été indemnisés. Résultat avec Josiane Mouzanez. Certains habitants du quartier Kamenge disent n'en pouvoir plus du calvaire que leur fait vivre leurs autorités administratives, du plus haut sommet à la base. L'un d'entre eux, qui s'est entretenu avec la RPA, fait savoir qu'à voir ce qui se passe, il est clair que les agents chargés de mettre en exécution la démolition des maisons construites en violation du code de l'urbanisme ne comprennent pas en quoi consiste réellement leur mission. Au départ, on nous a dit de reculer de 3 mètres, mais par après, ils ont dit que les premiers agents se sont trompés et nous ont envoyé des agents de l'urbanisme. Ces derniers ont pris d'autres mesures à partir de la route et ils ont dit de respecter les 6 mètres initialement prévus. Nous avons là aussi exécuté et voilà qu'ils reviennent pour la 3e fois nous dire de démolir encore nos maisons. Et cette fois-ci, ils sont venus avec des machines. C'est vraiment injuste. Ce gouvernement est vraiment en train d'asphyxier ces sujets. De plus, ces habitants trouvent anormal que ces agents du gouvernement divergent sur le bornage de départ, ce qui ne fait qu'amenuiser leurs parcelles, d'autant plus que chacun fixe ses règles comme bon lui semble. Au fait, au début, on mesurait les 6 mètres à partir des bornes se trouvant tout au long des routes. Mais bizarrement, notre chef de zone s'est pointé dernièrement et nous a ordonné de mesurer à partir des caniveaux.
D'abord, on se demande à quoi vont servir ces 6 mètres, puisqu'ici chez nous, nous avons déjà des caniveaux. Pour ceux qui vivent le long de la route nationale numéro 1, juste à l'endroit communément appelé Gare du Nord, c'est compréhensible car il n'y avait pas de caniveau. Et ce caniveau a été creusé dans l'intervalle de ces 6 mètres. On ne voit pas alors pourquoi on nous demande de reculer de plus de 6 mètres. Plus grave encore, poursuivent nos sources, c'est que les personnes qui ont été contraintes de reculer de plus de 6 mètres n'ont même pas été indemnisées, d'où ils se demandent où ils vont trouver l'argent de réhabiliter leur maison. À propos de ces grognes et lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, qui supervise ces activités pour plus d'éclaircissements. En page économie, promiscuité entre la sphère économique et la sphère politique au Burundi. Une situation qui constitue un blocage dans l'épanouissement économique du pays. Déclaration de Ginette Karekinyana, vice-présidente de la Chambre fédérale des commerces et de l'industrie au Burundi, CFCIB en sigle. Pour Ginette Karekinyana, une poignée monopolise le secteur clé de l'économie burundaise. Je vous propose de l'écouter. En tant que vice-présidente de la CFCIB, je m'en voudrais de ne pas saisir cette opportunité pour dire qu'un des freins du secteur privé au Burundi, c'est trop de politique entre la sphère politique et la sphère économique, le secteur privé. Il y a une certaine promiscuité entre les deux secteurs et ça constitue un frein, alors que, en soi, le secteur privé, c'est une force. Le secteur privé, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui crée et qui produit des richesses. Et c'est ce que vous nous demandez, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, je me demande quel est le message qu'on donne à la jeunesse burundaise. On demande à la jeunesse burundaise d'être entrepreneur, innovant. Mais en même temps, le même jeune est sollicité et il sait qu'il ne peut pas aller plus loin s'il ne s'investit pas en politique. Alors, le temps qu'il avait à entreprendre, il le met en politique. Il sait qu'il n'aurait pas d'opportunité pour vendre son petit produit s'il n'est pas quelque part affilié à la politique. Et il y a trop de monopoles au Burundi. Les secteurs clés du développement économique du Burundi sont trop monopolisés par certains, par un petit groupe qu'on trouve dans tout. Il y a le secteur, bien sûr le carburant, vous savez, le secteur pharmaceutique, les secteurs économiques vraiment qu'on pourrait développer, appeler des gens à développer, alors ils sont entre les mains de quelques-uns. Ça ne permet pas l'épanouissement du secteur privé. Les activités agricoles pratiquées le long des routes nationales fragilisent ces infrastructures. Déclaration du ministre en charge des infrastructures publiques lors de la présentation ce mardi du bilan semestriel des réalisations de son ministère. Pour Deogracias Sanganiumami, la population qui aide le long de ces artères devrait dégager au moins 6 mètres pour en éviter l'infiltration des eaux des pluies. Toutefois, le ministre Deogracias Sanganiumami ne précise pas à qui revient la responsabilité. Suivez plutôt Deogracias Sanganiumami, il est ministre en charge des infrastructures publiques. Turavuga tuti kubaka ibarabara bisaba uburyo bwinshi. Tukibarabara une infrastructure routière demande beaucoup de moyens. Une route nationale doit remplir la norme de se 6 mètres de part et d'autre de la route. Il fallait alors nous aider à faire comprendre ce principe à la population. Mais lorsque le gouvernement construit une route, comme par exemple sur la route nationale 18, Kibumbu-Gitega, Nyakararo-Kibumbu, Kibumbu-Gitega, l'on constate que des gens cultivent jusqu'au bord du caniveau. Alors, dans ce cas, il est évident que l'eau est bien canalisée vers le sous-sol de la route, à telle enseigne que le caniveau devient endommagé. C'est normal donc qu'après 2 et 3 ans, la route devient à son tour en mauvais état. Mais si les 6 mètres étaient respectés avec un reboisement aux alentours, la durabilité de la route serait assurée. Que vous nous aidiez vraiment. Même scénario sur la route Gitega-Karusi, ils cultivent jusqu'au bord de la route, c'est-à-dire que ces gens abîment les routes. Peut-être que c'est par ignorance ou encore il s'agit de notre faute de ne pas en faire une sensibilisation régulière. En principe, une route bien construite et protégée dure longtemps. Mais avec l'activité agricole, la route ne va pas durer aussi longtemps. Burya ibarabara ryubatswe rigakingirwa rirashobora kuramba cyane. Mugo baguma baririmako ntishobora kuramba iryo barabara.
Les femmes du camp des réfugiés burundais de Mutenderi en Tanzanie demandent aux députés de l'EAC de plaider en leur faveur auprès du gouvernement tanzanien afin que ce dernier cesse de violer les conventions de Genève relatives aux droits des réfugiés. Dans leur correspondance adressée aux autorités de l'EAC, ces femmes indiquent que la Tanzanie leur impose un rapatriement forcé et perturbe les activités qui leur permettent de survivre. Néanmoins, les tueries et persécutions commises par le parti CNDD-FDD ainsi que sa milice Imbonerakure et dont ils ont fui persistent encore au Burundi, déplorent ces femmes réfugiées du camp de Mutenderi. Les femmes réfugiées burundaises du camp de Mutenderi en Tanzanie indiquent qu'elles n'ont pas fui vers la Tanzanie à la recherche des maris, des nationalités et autres. Par contre, elles affirment qu'elles ont quitté le pays pour échapper aux Imbonerakure du parti CNDD-FDD qui les torturaient, qui les violaient, qui ont tué leurs maris, sans oublier les emprisonnements et les disparitions forcées. Dans cette correspondance envoyée aux députés de l'EAC, au président de l'EAC et au président de l'Union africaine et signée par Karire Victoire Claire, la représentante des femmes du camp de Mutenderi, ces femmes de Mutenderi disent qu'elles sont très étonnées de voir les mesures prises par le gouvernement tanzanien en leur disant qu'au Burundi la paix, qu'elles doivent regagner leur pays et qu'elles n'ont aucune raison d'être réfugiées. Selon ces femmes, rien n'a changé au Burundi car les Burundais sont tués chaque jour, les corps sans vie se retrouvent toujours en prise, les Burundais sont toujours dans des pleurs. À travers cette correspondance, les femmes de Mutenderi indiquent aux députés de l'IAC qu'elles n'ont pas fui la pauvreté comme la considère le gouvernement tanzanien du fait que même le président burundais Evariste Ndayishimiye lors du sommet tenu aux États-Unis a affirmé lui-même qu'au Burundi, il y a des groupes terroristes et des groupes armés dont le Red Tabara, on peut qu'il a même demandé l'appui de la communauté internationale pour qu'il fasse face à ces groupes armés. Ainsi, ces femmes se demandent à ces députés si on peut dire qu'au Burundi, il y a la paix avec ces propos du président. En plus, ces derniers mois, le même président a affirmé publiquement qu'au Burundi, il n'y a pas la justice. Pire encore, selon la correspondante de ces femmes, et que même en Tanzanie, où ils sont actuellement, la même situation d'insécurité continue à grande échelle. Ici, elles reviennent aux tortures que subissent leurs maris, aux viols dont elles sont victimes quand elles sont allées à la recherche du bois de chauffage. Et à cela s'ajoute la vie difficile dont elles sont imposées par le gouvernement tanzanien, comme l'interdiction de petites activités qui les aident à survivre, la fermeture de tous les marchés des camps et l'interdiction de l'élevage. Ici, ces femmes soulignent également que leurs enfants n'étudient pas convenablement, du fait que même l'examen NECTA n'a pas encore été fait jusqu'à présent. Ces femmes déplorent le fait que la Tanzanie est en train de les rassembler au cas d'Uta, où la sécurité n'est pas du tout garantie. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous revenons sur l'amende fixée par le maire de la ville de Bujumbura, une amende réservée aux citadins qui n'ont pas de lampe sur leur ménage pour éclairer la voie publique. Au cœur de la société d'aujourd'hui vous est présenté par Joséphine Nkurunziza. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Lors d'une réunion à l'intention des administratifs au courant du mois de septembre 2021, le maire de la ville, Jimmy Hatungimana, a instauré une amende minimale de 100 000 francs burundais pour chaque citadin qui ne mettra pas à la façade extérieure de son ménage une lampe donnant sur la voie publique pour éclairer la rue. Depuis, pas mal de citadins ont déjà été victimes de cette sanction qu'ils jugent abusive. Le mini-magazine au cœur de la société de ce 20 novembre 2021 vous est présenté par Joséphine Johnson-Dimana. Bienvenue à tous. Pour que Bujumbura soit une capitale économique digne de son nom, les citadins doivent sauvegarder la sécurité pour que certaines activités commerciales se prolongent même pendant des heures tardives de la nuit, selon la vision du maire de la ville de Bujumbura. À cet effet, Jimmy Hatungimana a mis en garde tous les citadins qui n'ont pas d'éclairage donnant sur les avenues et les rues dans différents quartiers de la capitale qu'ils seront infligés une amende de 100 000 francs burundais et plus. Les administratifs, il faut être strict.
Il faut redoubler d'efforts pour vérifier si la mesure de mettre les lampes dans les ménages pour éclairer les rues est respectée. Ceux qui ne respectent pas la mesure vont payer des amendes. C'est toujours des amendes de 100 000 francs et plus, parce que ce sont des réfractaires. La mesure n'a pas tardé à prendre effet. Plusieurs ménages dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura ont été sanctionnés par une amende de 100 000 francs burundais. Une sanction que les habitants de la mairie de Bujumbura et les hommes de loi jugent abusive. Pour Maître Gustave Niyonzima, cette mesure du maire de la ville viole le code pénal et la constitution burundaise. Tout a été fait en dehors de la loi et c'est de la pure spéculation ignominieuse susceptible d'être attaquée en justice. L'article 643 alinéa 1er du code pénal burundais biaisé stipule les actes réglementaires pris en exécution de la loi. Les règlements d'administration et de police de l'autorité publique et des pouvoirs locaux ne peuvent établir des sanctions autres que les amendes administratives ne dépassant pas 50 000 francs pour les décrets, ne dépassant pas 20 000 pour les ordonnances et ne dépassant pas 5 000 pour les actes de pouvoir locaux. Ici, dans le cas d'espèce, nous sommes dans le cercle des pouvoirs locaux. Ces sanctions ont été prises par des pouvoirs locaux qui n'en avaient pas aucune prérogative. C'est vraiment illégal d'infliger de telles amendes cohortes à des paisibles citoyens qui sont engouffrés dans une pauvreté aiguë. C'est de la pire ignominie. Et l'article 23 de la Constitution stipule que NIR ne sera traité de manière arbitraire par l'État ou ses organes. Pour Maître Gustave Niyonzima, le gouvernement sera obligé d'indemniser les ménages victimes de cette sanction au cas où il déciderait de porter plainte devant la justice. L'État a l'obligation d'indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes. Ici, il y a la question des préposés de l'État qui sont en train de ternir l'image même de la République du Burundi. Alors, les victimes de cette injustice pourront même saisir les juridictions compétentes pour que justice leur soit faite. C'est cette lecture de Maître Gustave Niyonzima qui met un point final à notre mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Joséphine Johnson-Dimana, qui vous le présentait, vous donne rendez-vous samedi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi Joséphine Murunziza, merci mesdames et messieurs d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagizi. Bon week-end à tous.